Merci de votre fidélité. Bienvenue ce soir sur l'un des moments symboliques, la remise des attributs du pouvoir, signification et portée à suivre dans cette édition d'information. Pendant ce temps, les citoyens, les autorités sont mobilisés pour débarrasser Conakry de ses ordures. Les initiatives citoyennes qui redonnent à la capitale toute sa splendeur. La campagne est menée sur le terrain par l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique. À Kassa, la radio rurale transforme positivement le quotidien des populations. Des programmes adaptés aux réalités locales sont diffusés, notamment en faveur des pêcheurs et du monde rural. Les citoyens de Kassa remercient les autorités pour cette initiative. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Le 17 janvier 2026, au stade général Lansana Conté de Nongo, la Guinée vivra l'un de ses instants rares, l'entrée solennelle dans la 5e République. En prêtant serment devant la nation, le président de la République élu, Mamadi Doumbouya, ouvrira un nouveau chapitre de l'histoire nationale, un moment fondateur où, au-delà d'un homme, c'est tout un peuple qui est appelé à se rassembler, à se lever et à répondre présent au rendez-vous de la République. Je vous invite à suivre ce édito réalisé par la DCI avec Fatoumata Kourouma. Il est des dates qui ne s'effacent pas. Il est des rendez-vous que l'histoire fixe, non pour un homme seul, mais pour tout un peuple. Le samedi 17 janvier 2026, au stade général Lansana Conté de Nongo, la Guinée s'apprête à franchir un seuil décisif. L'entrée solennelle dans la 5e République. Ce jour-là, le président de la République élu, son Excellence Mamadi Doumbouya, prêtera serment devant la nation et avec lui, c'est tout un pays qui tournera une page pour en écrire une nouvelle avec lucidité, ambition et responsabilité. Cet événement sera un acte fondateur, l'instant où le pays se regardera dans le miroir du monde. Car la Guinée ne sera pas seule à Conakry pour cette investiture historique des chefs d'État et de gouvernement de la sous-région, des personnalités éminentes, des partenaires et des amis de la Guinée feront le déplacement. Le regard de l'Afrique et au-delà sera tourné vers Nongo. Et ce regard devra voir un peuple souverain uni, digne, discipliné et fier. Un peuple conscient que les grandes heures de l'histoire exigent plus que de l'enthousiasme. Elles exigent de la tenue, du sens et de la responsabilité. Ainsi, ces lignes s'adressent à la nation tout entière. Elles ne sont ni un slogan, ni une injonction, mais une invitation élevée et fraternelle. Une invitation à faire corps avec l'histoire, à répondre présent au rendez-vous de la République. Venez vivre ce moment rare. Venez être témoin de l'instant où la République se refonde. Venez montrer que la Guinée sait célébrer la gouvernance participative dans l'ordre, la ferveur maîtrisée et le respect des institutions. La 5e République qui s'ouvre ne sera pas celle des promesses faciles, ni des élans sans lendemain. Le président de la République l'a clairement affirmé dans sa dernière adresse au peuple. L'ère qui commence est celle du travail, de la rigueur et des résultats. Une ère où l'action primera sur les discours, où l'efficacité primera sur l'agitation, où l'intérêt général primera sur les calculs personnels. Autrement dit, sans fracas ni brutalité, le temps de l'insouciance est révolu. Le temps de l'engagement sérieux et durable s'ouvre devant nous. Cette investiture préparée avec méthode, exigence et sens de l'organisation est déjà porteuse de sens. Tout indique que la cérémonie sera grandiose, à la hauteur de l'enjeu historique qu'elle incarne. Mais la grandeur d'une nation ne se mesure pas qu'à la solennité de ses cérémonies. Elle se mesure à la maturité de son peuple. La 5e République ne sera pleinement vivante que si chaque Guinéenne et chaque Guinéen en devient le garde. À Nongo, un président sera investi et une vision collective prendra corps
celle d'une nation décidée à avancer ensemble avec discipline, confiance et espérance active. Peuple souverain de Guinée, l'histoire t'appelle. Réponds présent. Merci à Fatoumata Kourouma. Et puis, grande prière du vendredi à la mosquée Faisal. Le président Mamadi Doumbouya, en communion avec les fidèles, le chef de l'État, a effectué la grande prière du vendredi en partageant ce moment sacré avec ses compatriotes. Un moment de recueillement qui intervient à la veille de son investiture en tant que président élu à l'issue de l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Omar Bari. Comme à l'accoutumée, le président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya, a accompli la grande prière du vendredi à la grande mosquée Faisal. Une présence hautement symbolique qui témoigne de sa proximité constante avec le peuple et de son attachement aux valeurs religieuses et culturelles du pays. Cette prière revêt un caractère particulier car elle s'est tenue à quelques heures de son investiture en tant que président élu à l'issue de l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. À son arrivée, le chef de l'État a été chaleureusement accueilli et ovationné par de nombreux fidèles, heureux de partager ce moment de recueillement et de communion spirituelle avec lui. La prière du vendredi a été dirigée par l'imam El Hajj Mamadou Saliou Kamara, qui, dans son sermon, a mis l'accent sur les valeurs fondamentales de l'islam. Il a exhorté les fidèles à un retour vers Dieu, tout en les appelant à cultiver le pardon, la solidarité. De la nation et de la communauté internationale, Mamadi Doumbouya sera investi président de la République pour un mandat de 7 ans. À quelques heures de la cérémonie, notre rédaction se penche ce soir sur l'un des temps forts et hautement symboliques de cet événement solennel, la remise des attributs du pouvoir. Ces emblèmes de l'État consacrent le président en tant que grand maître de l'ordre national du mérite de la République de Guinée. Zoom sur ces symboles de souveraineté dans ce grand format réalisé par Amadou Touré et Sadou Bassila. Après sa victoire à l'élection présidentielle du 28 décembre dernier, avec 86,72%, le président de la République, son Excellence M. Mamadi Doumbouya, s'apprête à être investi ce 17 janvier. Parmi les éléments de cette prise de fonction figure le port des attributs du pouvoir. Ces attributs sont composés de 2 éléments, que sont la cocarde et ses composantes et le grand collier. Le premier attribut, non moins important, a de grandes significations. Il y a un premier élément qu'on appelle l'insigne du grand maître. Donc le président élu étant grand maître des ordres nationaux de Guinée, donc investi de l'ensemble de ses attributs, n'est-ce pas, reçoit cet insigne que certains appellent la plaque, mais nous, dans notre jargon consacré, on appelle l'insigne du grand maître. À côté de l'insigne du grand maître, vous avez l'écharpe présidentielle, que certains appellent le cordon. Vous voyez, il est composé de l'emblème, n'est-ce pas, le vert et le rouge. Donc ça, c'est l'écharpe présidentielle. Le jour d'investiture, après avoir porté l'insigne du grand maître, ici, et il va enrôler ça autour du cou, pour toujours continuer à recevoir les attributs, n'est-ce pas, du pouvoir. Cet insigne de grand maître peut être porté tous les jours. À chaque sortie, il peut les porter, le président a le choix. Et c'est ce qui le distingue de l'ensemble des officiels réunis. Celui qui porte ça, ça veut dire que c'est un président de la République. Il a été où il est. Donc, et l'écharpe présidentielle ou le cordon, c'est à l'occasion des grandes cérémonies qu'elle est portée, l'écharpe présidentielle. Et si le président, même autour du repas familial ou ses sorties anodines, ce qu'il peut aussi porter, ce sont les rosettes. Vous voyez, la plupart des présidents de la République, vous verrez ça sur leur tenue.
leur costume. On appelle ça la rosette. Donc ça, c'est à n'importe quelle occasion, n'importe quel événement, il peut le porter. Et ou l'insigne également du grand maître. Ça, ce sont des éléments qui composent la cocarde. En plus de la cocarde, nous avons ce collier de l'ordre du mérite qu'on fera porter au président de la République. Il est un modèle original fabriqué en or et en chêne avec 15 médaillons de 25 mm représentant les drapeaux croisés aux couleurs de la Guinée et de 4 autres médaillons différents, chacun symbolisant une région de Guinée. Ces maillons sont reliés par 16 cordons pliés au motif traditionnel. Le pendatif fait référence à l'ordre national du mérite, grade grand officier. Le grand collier est un cadeau offert par le peuple de Guinée pour avoir bénéficié de la confiance du peuple. Le grand collier fait de lui grand maître des ordres nationaux. Donc, avec ce grand collier, il est investi de l'ensemble des attributs du pouvoir qu'il va exercer au cours du mandat que le peuple lui a confié. Et le grand collier symbolise en quelque sorte notre unité. Il symbolise notre devise, travail, justice, solidarité. Ce collier de grand maître en or 750 millième et pavé de 135 diamants a été estampé avec la plus grande attention en exclusivité pour la présidence de la République de Guinée, à l'attention toute particulière du président de la République de Guinée, son Excellence M. Mamadi Doumbouya, dans les ateliers de la Maison Drago Paris, groupe Artus Bertrand, fondé en 1803 à Paris. Ce coffret a été réalisé selon le savoir-faire traditionnel et mondialement reconnu de la Maison Drago Paris et a fait l'objet d'une attention toute particulière lors de sa réalisation. Merci Amadou Touré pour le grand format de ce soir. La Guinée s'apprête donc à consacrer demain son premier magistrat. Le chef de l'État prêtera serment revêtu de sa charge pour un mandat de 7 ans. Et c'est donc le stade général Lansana Conté de Nongo qui va abriter la cérémonie. Sur les lieux, les travaux d'embellissement et de réfection des voiries sont bouclés. Une belle image à la hauteur de cet événement historique. Abakar Junior Kamara. L'événement est de taille. Les préparatifs vont bon train. L'investiture du président Mamadi Doumbouya, l'aménagement du parking du stade, des jardins, des artères et toutes les routes d'accès sont prêtes à accueillir les invités qui viendront des 4 coins du monde pour cette cérémonie solennelle. l'Ageroute suit ses travaux avec dextérité pour corriger toutes les imperfections avant le jour J. On est sur un axe majeur, la T2, on l'a réalisé en moins de 10 jours. Et aujourd'hui, je pense qu'au niveau de l'Ageroute, les choses changent de façon très spéciale. Nous travaillons beaucoup plus de nuit comme de jour. Et vous avez constaté qu'il y a juste un seul morceau qui reste dans le cadre global aujourd'hui, à ce que nous puissions terminer les différents travaux. Je vous rassure que les travaux seront terminés ce soir et le maquillage va continuer jusqu'à demain matin, de telle sorte que nous puissions livrer des infrastructures dans les conditions idoines. La Guinée ouvre ce samedi une nouvelle page de son histoire politique, d'où la motivation de chaque citoyen autour de cet événement. Les carrefours et ronds-points de Conakry sont aussi concernés par ce projet d'aménagement en prélude à l'investiture. Il est important de mettre en place des infrastructures qui durent dans le temps. Et c'est ça la vision. Toutes ces routes que nous avons visitées, il y a des infrastructures connexes qui sont prévues sur ces routes. Après l'investiture, je pense que nous allons continuer encore à travailler sur ces routes pour mettre des caniveaux, mettre des pavés sur ces routes, permettre quand même à la population d'avoir des routes sécurisées. Nous avons à peu près 200 à 250 mètres linéaires à appliquer aujourd'hui pour le raccordement entre le carrefour de rond-point de Kosa et ses intersections. Ce que nous faisons en sorte que la route puisse encore prendre un peu plus d'années. Il est sûrement appelé à refaire complètement la route. Mais aujourd'hui, nous faisons en sorte que les usagers puissent être un peu plus à l'aise sur la route. Des entreprises et même le génie militaire, tout le monde fait sa partition pour la réussite de la cérémonie de prestation de serment du président de la République, Mamadi Doumbouya.
C'est dans un climat d'effervescence que Conakry, paré de ses plus beaux atours, s'apprête à accueillir les hôtes du monde venus saluer la continuité républicaine. Alors si la capitale est belle, c'est grâce en partie aux initiatives de l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique. Sur le terrain, l'ANASP, les autorités et les citoyens fournissent des efforts pour débarrasser Conakry de ses ordures. On fait le point avec Abraham Christophe Conté. Au cœur de la capitale, entre nettoyage et mobilisation citoyenne, dès les premières heures de la matinée, balais, pelles et brouettes, chacun s'active pour embellir la capitale. Dans plusieurs quartiers, des opérations de salubrité sont menées par l'ANASP pour lutter contre l'insalubrité et préserver l'environnement. Les ordures évacuées et les rues nettoyées témoignent de la volonté de l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique. Ces actions s'inscrivent dans un vaste programme d'assainissement urbain. Mais au-delà des services publics, la population est également appelée à jouer sa partition. De 20h à 5h du matin, on arrive à mobiliser plus de 5000 jeunes pour assainir Conakry. Et cette synergie d'action entre le gouvernorat, l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique, sous la coordination du ministre de tutelle Abakar Kamara, et toutes les artères ont été assainies. Et notre objectif maintenant, c'est de garder cette dynamique parce qu'aujourd'hui, la salubrité publique, c'est une question de santé publique et de beauté de notre pays. Et avec l'avènement de la 5e République, à travers l'investiture, il y a beaucoup d'étrangers qui vont venir dans notre pays. La jeunesse qui constitue plus de 70% de la population a pris conscience d'accompagner l'agence, d'accompagner le ministère, d'accompagner le gouvernorat et l'ensemble des communes pour rendre notre capitale propre. L'embellissement passe aussi par l'aménagement des espaces verts, la peinture des façades et l'entretien des axes routiers. Des initiatives qui contribuent à améliorer le cadre de vie et à renforcer l'attractivité de la capitale. Si on va à la ville, c'est propre comme ça. Vraiment, je sais que vraiment il y a du travail. Nous, on apprécie très bien. On ne voulait pas maintenant voir les ordures sur la route maintenant. C'est ça qu'on veut quoi. On veut maintenant que ça soit propre. Vraiment, si c'est propre, ça nous fait plaisir. Faire de Conakry une ville propre et embellie est un combat de tous les jours pour l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique, ANASP. Un objectif ambitieux mais atteignable à condition que chacun adopte les bons gestes pour un environnement sain et durable. L'investiture du chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya, marque le passage de flambeau d'une ère à une autre, célébrée sous les yeux d'une communauté internationale conviée à en être le témoin. Direction Kassa, où les populations saluent l'impact positif de la radio rurale sur leurs activités quotidiennes. La radio des îles de l'Os, plus connue sous le nom de la Voix des Insulaires, se distingue par des programmes dédiés aux pêcheurs, au monde rural et aux communautés insulaires, tout en restant proche de la capitale. Des actions de développement appréciées des populations, comme le montre ce reportage de Tierno Ousmane Diallo. À Kassa, la relance de la radio rurale par le ministre de l'Information et de la Communication Fana Souman il y a quelques mois avait marqué le début d'une vaste opération de redynamisation des radios de proximité partout à travers la Guinée. Mais ici, tout particulièrement, l'impact est significatif avec des populations qui ont fait de leur radio rurale un instrument de connexion et de développement grâce à ces programmes adaptés aux activités des insulaires. Nos émissions de pêche intéressent beaucoup les pêcheurs. Même ils sont sur la mer, ils nous écoutent très bien. Et des fois, quand on a des émissions interactives, ils interviennent même, nous dire que là où ils sont sur la mer, ils vont même indiquer ces parties-là. Président Mamadi Doumbouya Amali. Des îles de l'Os, un nouveau cadre de travail. La radio rurale fait que les îles de l'Os sont de plus en plus connues et aussi ces signaux sont reçus de Kabak à Koba, ce qui permet d'informer rapidement en cas de décès et autres. J'ai confiance à la radio. Je sais que là où la télévision ne peut pas aller, là où l'Internet ne peut pas aller, c'est là où la radio peut partir. Donc la radio a beaucoup plus d'impact, de frappe sur la population que les autres médias.
Afin d'être plus efficaces, les travailleurs de la radio rurale de Kassa plaident pour l'obtention des moyens de déplacement nautique en raison de son emplacement particulier. Globalement, la redynamisation des radios rurales est un acquis de la gouvernance du président Mamadi Doumbouya. Ces 2 dernières années, elles sont passées de 22 à 39 qui fonctionnent. Toutes les radios rurales du pays émettent actuellement et informent les populations jusque dans les zones les plus reculées. Demain, leur mise à contribution envisagée par le ministère de l'Information et de la Communication permettra à toute la population guinéenne de vivre la cérémonie d'investiture du président de la République. Et justement, à mesure que le soleil amorçait sa descente sur Conakry, l'aéroport international Ahmed Sékou Touré a enregistré l'arrivée progressive des hautes délégations venues prendre part à la cérémonie d'investiture du président de la République élu, son Excellence Mamadi Doumbouya, prévue le 17 janvier. C'est donc aux environs de 16 heures que le premier avion présidentiel s'est posé sur le tarmac. À son bord, le président de la République du Rwanda, Paul Kagame. À la descente de la passerelle, il a été accueilli, vous le voyez, par le Premier ministre chef de gouvernement dans le strict respect du protocole d'État. Les 2 personnalités ont ensuite rejoint le tout nouveau pavillon présidentiel. Et ça, c'est une infrastructure moderne et symbolique, reflet de l'ambition d'une Guinée tournée vers l'avenir et de la volonté du président d'offrir au peuple des institutions à la hauteur des aspirations. Dans la continuité de cette dynamique diplomatique, le vol transportant le président de la République de Gambie, Adama Barrow, a atterri à son tour. Il a été reçu avec les mêmes honneurs par une délégation gouvernementale conduite par le Premier ministre chef du gouvernement. Le président gambien donc qui salue les membres du gouvernement guinéen. Et peu après, c'est le président de la République gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a foulé le sol guinéen, renforçant la dimension panafricaine de l'événement. Le voici donc en image à sa descente d'avion, toujours accueilli par le Premier ministre chef du gouvernement. Et quelques instants plus tard, enfin, l'avion transportant le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould El Ghazouani, s'est posé sur la piste de l'aéroport Ahmed Sékou Touré, selon toujours le même cérémonial protocolaire. Et bien avant ses arrivées, parallèlement tout au long de la journée, plusieurs autres délégations internationales avaient déjà rejoint Conakry, des délégations venues du Nigeria, du Togo, des États-Unis, du Koweït, de l'Indonésie, des Comores et de l'Égypte, ainsi que des partenaires techniques et financiers de la Guinée sont venus témoigner de leur solidarité. La dynamique se poursuit jusque dans la nuit avec l'arrivée attendue de délégations du Sénégal, du Qatar, du Maroc, du Portugal, de la Guinée équatoriale, du Mali et du Bénin. C'est donc un ballet diplomatique qui confirme l'ampleur internationale de la prestation de serment du chef de l'État. À travers ses arrivées successives, Conakry s'affirme comme un carrefour diplomatique majeur, prélude à une investiture historique appelée à marquer durablement les pages de l'histoire nationale. Et puis la Direction générale de la police informe l'ensemble des usagers de la route que par cette occasion, la circulation des gros porteurs et camions est interdite sur les axes routiers de la capitale. Suivez la chargée de la communication de la Direction de la police nationale. Dans le souci d'assurer la fluidité de la circulation routière et de préserver la sécurité des usagers, la Direction centrale de la police routière informe les structures syndicales et l'ensemble des citoyens et usagers de la route qu'il est strictement interdit à tous les gros porteurs et camions de circuler à compter de ce vendredi 16 janvier 2026 à 0h jusqu'au dimanche 18 janvier 2026 à 0h dans la capitale Conakry. Par ailleurs, la Direction centrale de la police routière informe que tout stationnement gênant sera formellement réprimé. À cet effet, les véhicules en infraction stationnés dans les zones suivantes seront traqués, enlevés et déposés dans les fourrières. Il s'agit de Kaloum, Matam Autoroute,
Aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry, Yimbaya Tannerie, Koza, Nongo Carrefour Pied dans l'eau, Kaporo Centre émetteur, Taouya, Amdalaï, Donka Faisal, pour 8 novembre. La direction centrale de la police routière compte sur la bonne compréhension et le civisme de tous pour le respect strict des présentes mesures. Conakry, 16 janvier 2026, le directeur central de la police routière, commissaire divisionnaire de police, Mfali Alain Camara. Ce message de félicitations qui nous vient de l'ambassade de la République fédérative du Brésil en Guinée. L'ambassade de la République fédérative du Brésil en Guinée présente ses compliments au ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger et à l'honneur de lui demander de bien vouloir transmettre à la présidence de la République de Guinée le message de félicitations que le président du Brésil, son Excellence M. Luiz Inácio Lula da Silva, adresse au président de la République de Guinée, Mamadi Doumbouya, à l'occasion de son investiture à la magistrature suprême de son pays. À son Excellence Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée, Monsieur le Président, je vous adresse mes félicitations à l'occasion de votre investiture en tant que président de la République de Guinée. Au nom du peuple brésilien, je vous transmets mes meilleurs vœux de succès pour votre mandat. Je réaffirme ma conviction que le dialogue amical et la coopération bilatérale continueront de guider nos relations, contribuant ainsi au renforcement constant du partenariat entre le Brésil et la Guinée. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma plus haute estime et de ma profonde considération. Luiz Inácio Lula da Silva, président de la République fédérative du Brésil. L'ambassade de la République fédérative du Brésil en Guinée remercie le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger pour son aimable entremise et saisit cette occasion pour lui renouveler les assurances de haute considération. Conakry, le 16 janvier 2026. Vers l'inauguration de la direction régionale de la police de Conakry, le Premier ministre était ce matin sur le site pour apprécier la qualité de la nouvelle infrastructure, un geste qui devra améliorer les conditions de travail des fonctionnaires de police. On fait le point avec Alphaïsia Gaba. Voici le bâtiment qui va bientôt abriter la direction régionale de la police de Conakry. L'infrastructure située au quartier Koronti dans la commune de Kaloma est entièrement équipée. Sur place, le Premier ministre chef du gouvernement, accompagné du ministre Bachir Diallo. La nouvelle sûreté de Conakry vient ainsi renforcer l'efficacité opérationnelle des fonctionnaires de police tout en leur offrant un cadre de travail idéal. C'est un bâtiment, c'est pour la direction régionale de police. Ça compose de plusieurs bureaux, plusieurs salles de réunion, il y a quelques violons et des services généraux pour le bâtiment. Les travaux ont été récemment lancés. Aujourd'hui, ils sont totalement terminés grâce à la vision du président Mamadi Doumbouya. L'infrastructure est la 20e réalisation dans le cadre du vaste programme de modernisation des services de sécurité intérieure. Le ministre de la Sécurité publique, le Jean Bachir Diallo, avec bien entendu le soutien du président de la République et de l'ensemble du gouvernement, est en train de transformer en profondeur la police guinéenne. Ce n'est qu'un des bâtiments parmi tant d'autres qui ont été inaugurés ces derniers temps. À l'intérieur du pays, il y a des directions régionales qui sont abritées dans de bels édifices. Des commissariats là où il n'y avait que des paillotes ont été érigés. En d'autres termes, il y a une transformation progressive, vraiment concertée pour que la police guinéenne soit dans les locaux adaptés à sa mission pour une restauration de l'image de la police auprès de l'opinion guinéenne. La construction de la direction régionale de la police de Conakry témoigne de la volonté des pouvoirs publics à doter l'administration des moyens adéquats, ce qui va garantir la sécurité de proximité au service des populations à la base. Bonne nouvelle également dans la région administrative de Farana avec l'inauguration officielle de l'hôtel des finances. Cette infrastructure moderne dotée de toutes les commodités requises vient renforcer les capacités de l'administration économique et financière de la région. La cérémonie a été présidée par le ministre de l'économie et des finances, Ibrahima Oulé Fofana Mamadi Gassama et Silati Kourouma.
Depuis quelques semaines, cette mission gouvernementale est en tournée d'inauguration des hôtels des finances à l'intérieur du pays. Ici, dans la région de Farana, le ministre de l'économie et des finances, Mourana Souma, accompagné de son collègue de la pêche, arrive à Tindo. Cette infrastructure moderne, construite il y a quelques mois, force l'admiration. Cette cérémonie inaugurale a été une occasion pour reconnaître des efforts du chef de l'État. Vous avez un bâtiment principal servant de bureau en R+2, servant le logement pour le directeur. Un aménagement extérieur composé d'une clôture de 450 mètres linéaires pour la sécurisation du service. Un parking pour 15 voitures. Un abri groupe électrogène de 150 kVA. L'objectif visé, c'est d'abord améliorer les services publics. Mais l'administration n'est pas là pour elle-même. Elle est là au service des populations. C'est pour rendre des services publics, pour faciliter la mobilisation des recettes de l'État, l'exécution, l'amélioration des dépenses de l'État, et pour que cela ait un impact aussi sur les populations à la base. Construit dans le district de Neredouni, non loin de la route nationale numéro 2, la mise en service de cet hôtel des finances de la région administrative de Farana augure de belles perspectives au sein de l'administration financière. Pour la population de Farana, cet hôtel des finances représente non seulement un symbole de progrès administratif, mais aussi un levier important du développement économique et social, facilitant l'accès aux services financiers et renforçant la confiance entre l'administration et les citoyens. Cet hôtel de finances a été réalisé conformément à la vision éclairée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya, à travers les 3e et 4e piliers du programme de développement socio-économique durable et responsable Simando 2040, qui a fait de la modernisation de l'État et du renforcement des services publics dans les régions une priorité nationale. Cette infrastructure moderne, avec son architecture imposante, est financée par le budget national de développement. Elle devrait contribuer à l'optimisation des ressources publiques tout en créant un cadre idéal de travail pour les services déconcentrés du ministère de l'économie et des finances de la Guinée. Et puis après Bokeh, la campagne nationale de lancement de Fugaz, couplée à la vulgarisation de la plateforme Espace Agent, s'est poursuivie à Kindia. Durant 2 jours, les acteurs ont été largement informés sur ces outils numériques innovants. Et sur place, de nombreux agents en difficulté ont pu voir leur situation régularisée grâce à la mobilisation des assistants techniques. Moussa Namina Keita et Mamadi Terna Kamisoko. À Kindia, les rangs serrés autour des assistants techniques témoignent de l'attente et de l'intérêt suscité par cette initiative. Les fonctionnaires de la région sont nombreux à répondre présents pour mieux s'approprier Fugaz et la plateforme Espace Agent, des outils numériques innovants mis à leur disposition par l'État. Pour les accompagner dans leur utilisation, la Direction générale de la fonction publique a entamé une session de formation à l'endroit de l'ensemble des directeurs régionaux des ressources humaines de la région de Kindia. Nous sommes à Conakry, nous avons plus de 120 000 agents. Nous ne pouvons pas former tous ces agents, nous ne pouvons pas assister tous ces agents. C'est pour cela que les DRH sont formés pour servir de relais auprès de ces fonctionnaires, parce qu'ils sont plus près de ces fonctionnaires. Ils voient tous les modules de Fugaz, donc ils sont imprégnés et voilà. Et on les donne les accès à distance. Dès que nous partons, ils peuvent accéder à Fugaz à n'importe quel moment. Ce sont des perspectives au dialogue et au rapprochement. C'est fini la fonction publique qui est distante, qui n'est pas proche des agents de l'État. Aucune question n'est tabou. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez sur tout ce qui vous concerne administrativement et nous serons à même d'y répondre. À l'image de ce qui a été fait à Bokeh, cette formation s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale de lancement de la vulgarisation des plateformes Fugaz et Espace Agent. Que nous utilisons ce projet, pas pour l'intérêt personnel, mais pour l'intérêt du présent et de l'avenir de notre pays. Fugaz n'est pas une solution, mais c'est la solution. Tous les paramètres sont pris en compte. La phase de vulgarisation qui nous réunit aujourd'hui est donc essentielle, car elle vise à expliquer le fonctionnement de la plateforme, à démystifier son utilisation et à encourager chaque acteur à en faire un outil de travail quotidien au service de l'efficacité administrative. Sur place, plusieurs préoccupations ont déjà trouvé solution. Des agents éprouvant des difficultés d'accès à leur bulletin de salaire ou à la plateforme Espace Agent ont vu leur situation réglée.
Un véritable soulagement moral pour ces fonctionnaires qui bénéficient désormais des retombées concrètes de la politique de gestion de proximité voulue par le président de la République. Et toujours dans le cadre de l'investiture demain du président de la République, Mamadi Doumbouya, des délégations des pays amis continuent d'arriver à Conakry. Une forte délégation venue de la Chine est aussi arrivée dans notre capitale. L'Union africaine a dépêché une délégation pour prendre part à l'investiture du président Mamadi Doumbouya. Le Koweït et le Qatar ont aussi envoyé des émissaires. D'autres délégations sont attendues dans la nuit. Regardez ces images. Un peu reprendre l'expo pour lire un peu. Voilà donc ces séquences qui marquent donc l'arrivée à Conakry de cette délégation des pays amis, je le disais tout à l'heure, une délégation venue de Chine et donc dans nos murs. L'Union africaine a également dépêché une délégation pour assister demain à la prestation de serment du chef de l'État Mamadi Doumbouya. Et à cette liste, il faut ajouter aussi les émissaires du Koweït et du Qatar qui sont dans nos murs. D'autres délégations sont attendues à Conakry. La cérémonie de prestation de serment va donc se dérouler demain au stade général Lansana Conté de Nongo. Dans le reste de l'actualité, la Chambre des mines de Guinée entend désormais impulser et opérationnaliser une nouvelle dynamique au-delà de sa mission historique. En phase avec les orientations actuelles du secteur minier guinéen, l'institution affiche de nouvelles priorités stratégiques visant à accompagner les réformes en cours et à renforcer la gouvernance du secteur. Mariam Kamara. La Chambre des mines de Guinée affiche une toute nouvelle dynamique pour répondre aux défis du moment. Cette institution tourne une page à une étape où les attentes envers le secteur minier, l'un des piliers de l'économie nationale, n'ont jamais été aussi fortes. C'est un processus qui a commencé et qui va continuer. Et le nouveau directeur exécutif va prendre fonction avec des objectifs stratégiques précis, clairs, atteignables, qui sont smart, comme on dit. Et sa feuille de route sera articulée autour de ces objectifs-là. Et nous avons une vision. Nous sommes en train d'élaborer un plan stratégique triennal pour la Chambre des mines. Et donc sa mission sera vraiment de conduire la mise en œuvre de tous les projets qui vont découler de ce plan stratégique. Union patronale regroupant 80 sociétés, la mission de la Chambre est double. Promouvoir les intérêts de ses membres et accompagner l'État pour le développement économique et social du pays. Grâce au support surtout de l'équipe, que je voudrais saluer, nous avons pu avancer. Avancer pour mettre en œuvre nos plans de travail, avancer pour exécuter les activités qui nous ont été confiées. Nous prenons la Chambre des mines à un moment où le contexte est vraiment très particulier, un contexte où le secteur a plus d'attention et il y a plus d'attentes sur le secteur pour le développement de la Guinée. Donc cela demande de la responsabilité, cela demande du calme, cela demande du dialogue. Un moment crucial où la Chambre des mines se réinvente pour un secteur en pleine mutation. Le succès de cette nouvelle dynamique affichera sa capacité à faire de la Guinée un acteur majeur de la transition minière, non plus seulement comme fournisseur, mais comme transformateur de sa propre richesse.
On va parler maintenant de l'adaptation face aux effets des changements climatiques. La Guinée, conformément à sa CDN, contribution déterminée au niveau national, entend développer plusieurs projets dans ce sens pour mener ces projets à bien et trouver de nouveaux financements vers une rencontre d'échange vient de se tenir sous le leadership du ministère en charge de l'environnement. Mamadou Alpha Baldé pour des explications. À Conakry, les travaux de la première session inaugurale de la Commission nationale pour la réforme foncière et de l'habitat ont réuni les acteurs du secteur foncier guinéen. Au cours de cette rencontre, les membres du comité de pilotage attellent sur les questions foncières avant de mettre l'accent sur les réformes engagées par l'État pour résoudre les problèmes liés au foncier en Guinée. L'objectif fixé à cette commission est très clair. Le chef de l'État voudrait désormais une gestion transparente du foncier au niveau du territoire national. Et tout a été clairement dit dans les différents discours. Mais le plus important, c'est d'améliorer davantage la gouvernance du secteur de l'habitat. On va essayer, n'est-ce pas, d'élaborer et de mettre en place toutes les solutions qu'il faut, n'est-ce pas, mettre afin que les solutions puissent être trouvées. Et après, procéder, n'est-ce pas, donc à leur application sur le terrain. Pour une gestion saine du secteur foncier guinéen, les réformes en cours se poursuivront selon la vision de l'État. Le comité de pilotage se consacrera à l'adoption du règlement intérieur de fonctionnement de la Commission nationale et des 2 projets d'arrêté également qui vont être examinés. Et après l'examen de ces 2 projets d'arrêté, depuis quelque temps, le ministère de l'Urbanisme était engagé avec les autres ministères sectoriels dans l'élaboration de la politique nationale foncière. Donc la Commission nationale de réforme foncière et de l'habitat aura comme première activité l'analyse et l'adoption de ce document de politique nationale foncière avant sa soumission. Pour faire le point des réformes dans le secteur foncier, cette première session est marquée par un partage d'expériences professionnelles entre les membres du comité et les différentes parties prenantes de la chaîne de gestion foncière. Voilà, mesdames et messieurs, vous l'aurez donc compris, c'était le compte-rendu de Nabil Moussa Kamara sur des réformes dans le domaine de la gestion financière en Guinée. L'actualité, c'était donc la première session du comité de gestion qui a donc parlé des défis liés à ce secteur. On va revenir sur l'élément que je vous annonçais tout à l'heure, c'est justement la gestion des effets des changements climatiques. La Guinée, conformément à sa contribution déterminée au niveau national, entend donc développer plusieurs projets dans ce sens. Une rencontre d'échange vient de se tenir sous la responsabilité du ministère de l'Environnement. Mamadou Alpha Baldé. Pour les pays à faible empreinte carbone et vulnérables au dérèglement climatique comme la Guinée, l'adaptation au changement climatique demeure la principale priorité. Ici, spécialistes et autres acteurs du secteur échangent sur la prise en compte du volet adaptation dans les projets de développement à tous les niveaux. L'adaptation, comme j'aime le dire, n'est pas une option stratégique de développement. L'adaptation est une partie intégrante d'un développement intelligent, un développement qui est durable, surtout pour les pays à maigre ressources comme la Guinée. Il faut que nous nous développions de façon intelligente en tenant compte des impératifs des changements climatiques. Vous savez, il y avait divers représentants à la fois du ministère de la Pêche, de l'économie maritime, évidemment du ministère de l'Environnement, du Développement durable, mais également des représentants de la société civile avec Guinée Écologie. Et toutes ces personnes-là contribuent à lutter contre les effets du changement climatique avec, par exemple, la restauration de la mangrove qui est absolument essentielle pour les populations de Basse-Guinée, mais pas que, pour le monde entier. Avec la mise en place de nouveaux mécanismes et la création de nouveaux fonds pour accompagner les projets d'adaptation, un panel d'experts permet d'améliorer les connaissances des porteurs de projets au niveau local. C'est aussi l'adaptation pour vraiment permettre aux acteurs d'échanger avec des spécialistes non seulement sur les questions liées au financement de l'adaptation, à la mobilisation des ressources financières pour la mise en œuvre des projets d'adaptation, mais aussi des acteurs de terrain qui sont sur des projets d'adaptation au niveau de la Guinée.
Avec le renforcement du dispositif d'adaptation aux effets du changement climatique, la Guinée compte ainsi accélérer de façon concrète la mise en œuvre de sa contribution nationale déterminée, Sidienne. À Conakry, les femmes ont décidé de ne plus attendre face aux inégalités persistantes et à l'exclusion, notamment des femmes vivant avec un handicap. Des organisations soutenues par l'IPPF et l'Agence française de développement ont investi l'espace de plaidoyer pour exiger des changements concrets. Pendant 2 jours, ces femmes ont partagé résistance, stratégie et victoire, déterminées à faire entendre une voix collective forte et sans compromis. Sona Sagno. À Conakry, le réseau ouest-africain des femmes handicapées, ROFA, organise une rencontre stratégique de haut niveau. Cette initiative vise à améliorer les conditions de vie des femmes en situation de handicap et à renforcer la lutte contre les violences basées sur le genre en Guinée. L'objectif, c'est de partager nos expériences en matière de plaidoyer dans le cadre de la protection des droits des femmes, mais y compris celles en situation de handicap, mais aussi créer un espace de réseautage entre ces organisations à l'effet de créer de nouvelles dynamiques, de créer de nouvelles synergies qui puissent leur permettre d'accroître leur impact sur le terrain, notamment en matière de protection des droits des femmes handicapées et des femmes en général en République de Guinée. La plupart sont vers la fin de leur projet où on finit. Et ici, c'est pour qu'on échange, voir ensemble les difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre de nos différents projets, mais aussi s'inspirer des bonnes pratiques suite aux plaidoyers qui ont été déjà faits. Pendant 2 jours, des ONG financées par l'IPPF, l'AFD, à travers le programme féministe Opportunity Now, échangent sur les stratégies de mobilisation communautaire et d'action de plaidoyer. Les participantes partagent des témoignages poignants et réfléchissent aux défis persistants auxquels elles font face. À l'issue de cet atelier, il y a eu des partages d'expériences et à travers ces partages-là, ça va permettre de guider les actions prochaines et surtout comment pérenniser les résultats qui ont été obtenus à l'issue de ces plaidoyers menés par ces différentes associations. Dans un esprit de solidarité féministe et de résistance, les participantes réaffirment leur engagement à porter une voix collective, forte, inclusive et déterminée pour la défense des droits des femmes et des filles. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres actualités de la Guinée, notre paradis terre de richesse et d'innovation. Bonsoir à tous.